Eh bien, merci d'être là. Donc, mutation technique et économique. Pourquoi? Eh bien, fondamentalement parce que dans tout ce que vous allez entendre beaucoup parler de collaboration, de nouveaux types d'entreprises. Qu'est-ce qui est derrière? Quelle est la force qui modifie le monde? Quelle est la force principale qui réorganise tout ça? Eh bien, c'est la technologie et c'est essentiellement la technologie informatique. Il y a maintenant du software partout, que ça aille du calcul du résultat des élections jusque la manière dont nous pouvons dire ce que nous faisons et la manière dont nous pouvons rencontrer des gens sur ce qui s'appelle maintenant les réseaux sociaux. Le logiciel est passé en fait de la comptabilité, la paye et toute une série de choses à vraiment une utilisation complètement généralisée dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant plusieurs équipements. Donc on n'est plus limité à une grosse machine, on peut utiliser ceci, voilà. Il y a maintenant 6 milliards d'abonnements GSM dans le monde, il y a à peu près 50% des équipements qui sont maintenant des smartphones, et un smartphone en gros c'est un PC, on a les tablettes, on a les PC, et tout ça sert à faire des choses vraiment très nouvelles, dont notamment les connexions sociales. À partir du moment où tout le monde a un équipement, eh bien, il devient beaucoup plus facile de faire autre chose que du strictement professionnel. Nous sommes donc connectés partout, et le gros changement de la technologie, maintenant, c'est en fait l'interface naturelle. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà pu voir avec l'utilisation de Kinect, qui est donc un petit équipement à 149 € qu'on utilise pour jouer aux jeux vidéo. Mais qu'est-ce que c'est Kinect? C'est quelque chose qui permet à l'ordinateur de voir la personne qui est en face, de réaliser ce qu'elle fait et d'interagir par la parole, par des actions avec la personne qui est devant l'ordinateur. Ça change fondamentalement les choses aussi parce que, à terme, et quand je dis à terme, c'est vraiment 2 ans, 3 ans, il n'y aura plus besoin de savoir lire ou écrire pour pouvoir commencer à utiliser des applications informatiques. Ça veut dire qu'à l'échelle de la planète, tout le monde aura la possibilité d'être connecté. Alors, 6 milliards d'abonnements, on y est déjà presque, hein, il y a à peu près 5 milliards de personnes qui sont connectées. À partir du moment où on pourra s'affranchir de la connaissance d'une certaine langue ou d'utilisation du clavier, il y aura encore beaucoup plus de personnes qui pourront y être. Qu'est-ce qu'on va voir demain dans ce domaine-là? On va voir d'abord de l'informatique partout. On en a déjà partout, mais à travers des équipements, mais on la retrouve à la maison. Il y a déjà, je pense, une bonne trentaine de processeurs dans des voitures. Les vêtements commencent à pouvoir transporter de l'intelligence également. Et nous avons des technologies chez Microsoft qui permettent de transformer n'importe quel mur en une surface tactile. Et on va pouvoir afficher des choses là-bas. Deuxième élément, le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire l'endroit où nous sommes, le type d'action que nous faisons, est-ce que nous sommes au travail ou pas, ce contexte va avoir une importance dans le type d'application et le type de réaction de l'ordinateur. Et finalement, avec la puissance de calcul, l'intelligence qu'on peut mettre derrière et toutes les informations qui seront disponibles à notre égard, eh bien, ces machines vont pouvoir commencer à travailler à notre place. Alors les usages les plus simples, c'est commencer à trier les mails et faire la différence entre un mail qui vient de la maison disant « Oui, je suis à l'hôpital, j'ai eu un accident », ou bien un mail du patron demandant une action urgente, ou bien toute une série de publicités qui arrivent. C'est vraiment le plus élémentaire. Mais d'autres types d'actions sont possibles, comme par exemple vérifier que nous avons pris des médicaments, envoyer un rappel directement quand il y a un anniversaire dans la famille, par exemple. Ce type de choses est maintenant globalement possible. Les tendances principales qui se trouvent derrière, et c'est là où on va commencer à voir l'influence que ça a sur le modèle économique et sur les entreprises, c'est ce qu'on appelle le big data, c'est la capacité d'utiliser d'énormes quantités de données. Si on prend comme unité de mesure la totalité des informations qui étaient produites par l'humanité jusqu'en 2003, disons que voilà, c'est l'unité de mesure, eh bien, en 2014, nous allons produire la même quantité de données toutes les 10 minutes. Et ces données, elles viennent d'endroits parfois vraiment bizarres. Un vol transatlantique, donc un 747, quand il traverse l'Atlantique pour aller de Bruxelles à New York, il produit 640 terabytes de données. Et donc ces données ne sont pas spécialement intéressantes pour beaucoup de monde, mais vraiment, voilà, cette production de données, elle est là. Le fait que nous sommes maintenant un bon 4 milliards à être connectés, nous produisons des données, nous produisons de l'information. Les photos, par exemple, sont devenues le moyen le plus immédiat de communiquer. C'est devenu la principale source d'information dans le monde. Et si on passe aux vidéos, 95% des données médicales actuellement sont des données qui existent sous forme de vidéos. Donc,
Il y a une quantité de données phénoménale, mais l'exploitation n'est pas spécialement facile. Les photos ou les vidéos, on a là besoin d'autres éléments, et c'est là où le machine learning intervient. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des algorithmes, des logiciels un peu spécialisés qu'on envoie sur ces grandes quantités de données, et puis ils travaillent, ça prend parfois du temps, mais ils repèrent là-dedans les éléments, les tendances, les patterns, les patrons de relations qu'il y a entre différentes données, de manière à pouvoir nous dire, si vous allez voir dans ces données, voilà ce que vous pouvez y trouver. Et donc, avec ça, on utilise ces nouvelles technologies, par exemple, vraiment au plus extrême, pour faire de la traduction simultanée. Nous avons fait, il n'y a pas si longtemps, une démonstration d'un responsable Microsoft qui parlait en anglais en Chine, et son discours était traduit immédiatement en chinois, automatiquement, et la voix qui était utilisée pour rendre son discours en chinois était sa voix également. Eh bien, tout ça se fait en apprenant évidemment les traductions possibles entre l'anglais et le chinois, et en reconnaissant également les intonations et la manière de parler d'une personne donnée. Quand on sait faire ça, on se trouve en fait avec une technologie qui a la capacité d'intégrer vraiment très très fort les mondes physiques et le monde digital. Un exemple, c'est par exemple des lentilles de contact pour diabétiques, qui permettent de mesurer en permanence la glucométrie à travers le liquide lacrymal et qui vont afficher en réalité virtuelle devant l'œil de la personne son état, sa glucométrie, de manière à ce qu'il sache, ok, maintenant je dois prendre un peu de sucre, ou bien là maintenant je dois prendre de l'insuline. On se trouve là en fait avec des éléments qui intègrent directement notre façon de vivre avec des informations qui sont recalculées. Tout ça à travers donc de l'interaction naturelle, comme je l'ai dit, le fait d'afficher quelque chose en réalité virtuelle devant l'œil, c'est exactement ça. Ça va changer fondamentalement la manière dont nous allons travailler, la manière dont nous allons interagir avec l'informatique. Petit exemple ici, c'est un environnement de travail ou de jeu. Et en fait, bon, voilà, ici les deux sont mis l'un à côté de l'autre pour pouvoir les voir, mais tout ce qui se passe d'un côté, tout ce que cette personne va faire, va se trouver en fait matérialisé, répliqué par des projecteurs de l'autre côté. Et donc ça permet de travailler ensemble sur des documents, sur des plans, où ça permet de jouer. On est un peu court en temps, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. On a également la possibilité de porter un projecteur sur la main, parfois, qui va, en fait, en fonction de nos interactions, projeter une image, rajouter des informations ou se rendre compte de ce qui se passe et interagir avec l'image projetée. Nous pouvons avoir un menu ou un clavier de téléphone qu'il est possible de projeter sur la main et nous pouvons alors faire le numéro simplement en touchant les différents boutons. Ils sont projetés sur la main également. Donc ça introduit de nouveaux moyens d'accès aux informations. Et en matière d'interaction naturelle, eh bien, ça peut mettre en place des applications assez différentes. Bon, celle-ci était plus pour la démonstration qu'autre chose, mais donc nous pouvons, encore une fois, intégrer des images calculées avec des images réelles. Ici, donc la personne se voit dans l'écran comme si elle portait les vêtements ou les accessoires qu'elle peut choisir dans un menu. Donc cette capacité que nous avons à injecter du virtuel dans une partie réelle, c'est quelque chose qui change vraiment la manière dont nous interagissons avec les individus, la manière dont nous interagissons avec le monde technologique. Voilà, c'est fondamentalement une technologie qui nous permet de nous transporter à distance ou nous permet d'interagir avec des gens que nous allons peut-être jamais rencontrer. Qu'est-ce qui est derrière? C'est le pouvoir des données, cette gigantesque quantité de données dont nous disposons. Eh bien, voilà, elle est là. Encore faut-il les interpréter, mais quand nous pouvons les interpréter, nous pouvons là aussi en sortir une série d'informations et d'applications complètement différentes. Ceci, c'est le résultat d'un calcul qui intègre les données météorologiques de l'Europe pour calculer un indicateur particulier. Cet indicateur-ci, c'est en fait la puissance cumulée du vent à un endroit bien précis. Et donc c'est le résultat d'une simulation qui a été faite pour déterminer le meilleur emplacement pour placer des éoliennes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir l'historique de toutes les données sur le régime des vents sur l'Europe. Ces données-là sont calculées avec les modèles qui permettent de décider de l'emplacement d'une éolienne. Bon, quelle est la durée du vent, quels sont les tourbillons, etc. Et ça donne ce genre de résultat. C'est un calcul qui se fait maintenant en une dizaine de minutes. Donc, pour autant qu'on sache l'exploiter, on a la possibilité, un peu dans la perspective de Laurent Ledoux, de commencer à regarder les choses de manière beaucoup plus globale,
À partir du moment où ça coûte beaucoup moins cher, le besoin du profit, le besoin d'investissement est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus réduit aussi. On peut commencer à utiliser ce genre d'application pour une dizaine d'euros par mois. Et donc, tout ce que nous pouvons extraire des données peut maintenant être mis au service d'entreprises complètement différentes, beaucoup plus petites, beaucoup plus flexibles, qui peuvent même avoir une durée de vie extrêmement éphémère ou qui peuvent, au contraire, décider de construire un modèle beaucoup plus global. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation algorithmique. C'est-à-dire que la capacité que nous avons à simuler, à programmer une série de choses, à investiguer des grandes quantités de données, nous permet de mettre en place une révolution économique équivalente à celle du Fordisme, à celle du passage au service qu'on a vécu il y a une trentaine d'années. Nous pouvons maintenant passer à un mode opérationnel qui est basé sur des algorithmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec ce qu'on appelle le cloud, les grands data centers, on a en fait une capacité de calcul à peu près illimitée. C'est 10-12 euros, eh bien, ça vous donne accès à des data centers qui peuvent monter en puissance. Notre data center à Washington, dans l'État de Washington, a une surface de plancher qui est équivalente à 17 terrains de football, en fait. Et donc, tout ce qu'on peut mettre là-dedans peut être utilisé par une application. Capacité de stockage est à peu près illimitée aussi. Et notre capacité à nous connecter est aussi en croissance à travers les réseaux sans fil et la disponibilité de GSM. Ça nous permet d'abstraire de la connaissance, ça nous permet de la coder, et donc ça nous permet en fait de mettre en place des processus qui vont intégrer un type de connaissance qui demandait autrefois des études un peu longues, des spécialistes, au point que le concept fondamental de la connaissance que nous voyons maintenant dans les nouvelles entreprises, chez les entrepreneurs, les nouveaux projets que nous voyons par exemple au Microsoft Innovation Center, le concept fondamental, c'est que la connaissance, c'est plus quelque chose que j'ai, c'est quelque chose dans laquelle je puise. C'est une connaissance qui est disponible quelque part, à laquelle je peux accéder à travers mes connexions sociales, à travers le fait de pouvoir trouver quelqu'un, à travers le fait que cette donnée est là, et donc, puisant dedans, je peux l'utiliser sans devoir pour autant la maîtriser dans tous ses détails. Et c'est un peu pour la plaisanterie, mais fondamentalement, j'y crois vraiment. Nous en sommes maintenant au stade où c'est une technologie suffisamment avancée pour qu'elle ne soit plus distinguable de la magie, ou en tout cas de la magie telle qu'on la connaissait il y a quelques années. Ça veut dire également qu'en matière de business, il y a quelques conséquences. Il y en a une première qui n'est pas spécialement automatique, c'est en fait tout ce qui peut être automatisé le sera. Et la question c'est qu'est-ce qui peut être automatisé? Et globalement, tout ce qui concerne un processus de raisonnement qui utilise des données peut se retrouver incorporé dans un logiciel. À partir du moment où nous pouvons faire ça, type de conséquence, c'est que le coût du travail n'est plus spécialement le facteur déterminant pour savoir où nous allons localiser des usines. Apple vient de retransférer une série d'étapes de fabrication des iPhones aux États-Unis. Il les a sortis de Chine. Pourquoi? Parce que le coût du travail en lui-même n'est plus le facteur important. Ce qui est important, c'est le talent, la créativité et la valeur ajoutée qu'on peut faire en combinant ces informations. Et ça, ce n'est plus spécialement le facteur critique. C'est la valeur ajoutée qu'on peut produire en exploitant ça. Ce n'est plus le prix élémentaire d'une unité de travail. Autre point, c'est que finalement, pour pouvoir utiliser ce type de compétences, c'est un nouveau type de talent. Malheureusement, et j'espère que le premier atelier à 80 personnes, je suis très content de voir qu'il y ait 80 personnes dans cet atelier, j'espère que là, on va pouvoir enfin réaliser que ce type d'environnement demande des nouvelles compétences, que ces compétences, nous devons les identifier et nous devons commencer à les produire par notre système éducatif. Pour le moment, nous nous basons essentiellement sur la génération spontanée. Et ces compétences, bon, il n'y a rien de phénoménalement nouveau là-dedans, mais c'est une combinaison particulière de créativité, de pensée conceptuelle et de capacité à modéliser, à utiliser des raisonnements relativement abstraits. Finalement, ça nous permet de travailler autrement. Dans mon contrat de travail chez Microsoft, je n'ai plus de lieu de travail. Je travaille où je veux. Dès que je suis connecté sur le Wi-Fi, je suis au travail. Et j'ai accès à l'ensemble des données de la société, de chez moi ou ailleurs. Ça nous permet, grosse société, Microsoft, voilà, je peux travailler n'importe où, mais ça nous permet aussi de développer des modèles business tout à fait différents et particuliers. Ceci, c'est une personne qui est le leader mondial dans la fabrication de ces accessoires, qui sont des accessoires de macro-photo. Il réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 3 000 € par mois. Il lui faut une installation minimum, un tour, c'est de l'usinage d'aluminium, avec les forums de photographes, avec PayPal, avec eBay. Il peut vendre ça partout dans le monde. Ça lui rapporte 20 fois le salaire moyen d'un ouvrier chinois.
seul, sans investissement. Et dans d'autres types de domaines, ceci c'est une société française qui est à Chimay, ils ont fonctionné pendant des années sans aucune équipe de vente, alors qu'ils vendent en fait des services et des données chez tous les fabricants mondiaux de voitures. Ils sont d'ailleurs devenus le leader mondial dans ce domaine-là, sans aucune infrastructure de vente, simplement à travers des systèmes de connexion. Voilà, la connaissance que l'on puise, c'est l'élément fondamental du monde dans lequel nous sommes. Et donc cette connaissance, il faut trouver les moyens d'aller la chercher en se connectant à différentes personnes à travers le coworking, à travers les programmes de co-entrepreneuriat, à travers l'utilisation de certains algorithmes bien spécifiques. Et si vous avez un peu plus de temps, je peux que vous engager à aller lire ce papier. C'est un papier d'une chercheuse Microsoft. Nous avons des chercheurs en anthropologie digitale. C'est un papier sur la manière dont les startups et les teenagers en fait changent fondamentalement les organisations dans lesquelles ils vont travailler, dans lesquelles ils travaillent en fait. La référence est là. La chercheuse s'appelle Dana Boyd, donc Dana Boyd, B-O-Y-D. Allez voir, son blog est absolument passionnant. Voilà, et je vais terminer là-dessus. Avec cette technologie, si vous pouvez la rêver, en fait, vous pouvez la fabriquer. Il y a maintenant suffisamment de puissance de calcul pour le faire. Merci.